Le lendemain du divorce, elle s'était installée dans un motel miteux avec son bébé, ignorant que son voisin était un millionnaire solitaire. Sous les néons froids et vacillants du couloir du tribunal, Anna se tenait silencieuse, les bras serrés autour de son bébé. Son mari, récemment divorcé, était adossé au mur, vêtu d'un costume gris impeccable, la voix basse et pleine de mépris. « Tu ne tiendras pas une semaine seule avec ce bébé. Ne viens pas pleurer quand le monde t'écrase, Anna. » Elle ne répondit pas. Elle ne le regarda pas. Elle serra simplement sa fille contre elle, la fine couverture polaire à peine suffisante pour la protéger du froid de l'air ou de la froideur de ses paroles. Elle passa devant lui, la tête haute, le souffle court. Il ne la suivit pas. Il n'y était pas obligé. Sa voix la hanta longtemps après qu'elle fût sortie. La pluie la gifla comme une gifle, froide et constante. Elle se tenait sous un auvent rouillé, sur le parking presque vide, basket trempée, jean lourdeau. Le bébé gémissait doucement, ses cris se perdant dans le vent, pas de voiture, pas de maison, personne à appeler. Son téléphone était à plat, mais même chargé, il n'y avait aucun nom digne d'être composé. 5 ans à se faire dire qui être, quoi porter, comment rapetisser suffisamment pour survivre. Il ne la frappait jamais, mais il n'en avait pas besoin. Les dégâts avaient été plus discrets, plus profonds. Maintenant, il n'y avait que le silence, un bébé et le bruit de la pluie. Avec les 58 derniers dollars sur elle. Avec son portefeuille plein, Anna héla un taxi et demanda à être emmenée dans un endroit sûr et bon marché. Le chauffeur la déposa 20 minutes plus tard devant un motel délabré en bord de route, le Red Elmine. L'enseigne au néon clignotait de manière irrégulière, projetant une lueur maladive sur l'asphalte craquelé. La chambre 6 a été tout ce qu'elle pouvait se permettre pour 3 nuits. La chambre sentait légèrement le moisi et les vieilles cigarettes. Les murs étaient tachés et s'écaillaient par endroits, le carrelage était froid et irrégulier. Le radiateur ronronnait comme s'il n'aimait pas être utilisé. Une seule lampe faible clignotait sur la table de chevet. La couverture du lit était fine, les draps légèrement jaunis par le temps. Le plafond était marqué d'une tache d'eau brune en forme d'empreinte de main. Ce n'était pas une maison, mais c'était 4 murs et une porte qui fermaient à clé. Anna déposa délicatement le bébé sur le lit, puis s'effondra à côté d'elle. Ses bras étaient engourdis, ses pieds douloureux, son esprit refusait de penser au lendemain. Cette nuit-là, assise immobile dans le noir, elle écoutait. La respiration douce de son bébé se transforma en un léger ronflement. Elle l'entendit, un léger tapotement, 3 coups sur le mur derrière le lit, celui qu'elle partageait avec la chambre d'à accent grave côté. Elle se figea, retenant son souffle. Rien ne suivit, juste le tic-tac de l'horloge murale et le ronflement du radiateur. Peut-être était-ce un tuyau. Peut-être que quelqu'un avait laissé tomber quelque chose. Peut-être l'avait-elle imaginé. Elle resserra la couverture autour de sa fille et se recoucha. La nuit suivante, cela se reproduisit. 3 coups doux et délibérés. Anna se redressa. Cette fois, elle n'hésita pas. Elle tendit la main et tapota doucement le mur 3 fois. Elle ignorait pourquoi. Peut-être était-ce de la défiance. Peut-être de l'espoir. Peut-être avait-elle simplement besoin de savoir que quelqu'un, n'importe qui, l'écoutait. Et de l'autre côté de ce vieux mur mince, il y avait quelqu'un. Le lendemain matin, Anna sortit de sa chambre de motel juste après le lever du soleil, tenant un petit sac poubelle dans une main et son bébé contre son épaule de l'autre. Le froid de l'air transperça son pull fin, et le trottoir était immobile. La pluie nocturne l'avait rendu glissant. Elle se pencha pour poser le sac près de la poubelle rouillée, juste à côté de la porte, quand quelque chose attira son attention. Un morceau de papier plié, soigneusement glissé sous l'encadrement de la porte. Elle se figea. Il était propre, sec, et avait été soigneusement placé comme s'il était destiné à être trouvé. Anna le ramassa lentement, le cœur battant déjà plus vite qu'il ne le devrait. Elle déplia le mot et lut le message écrit d'une écriture forte et ferme. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, frappez 3 fois de plus. Chambre 6B. Elle fixa les mots un long moment. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour parler, mais aucun son ne sortit. Elle regarda vers la chambre voisine, la 6B. La porte était fermée, les rideaux tirés, silencieux. Qui qu'ils fussent, ils l'avaient entendu frapper. Anna relut le mot encore et encore. Puis, sans un mot, elle le replia et le glissa dans la poche de son manteau. Elle ne répondit pas. Cette nuit-là, le bébé se mit à pleurer. D'abord doucement,
puis plus fort. Ses joues s'empourprèrent et son petit corps rayonnait. Chaleur. Anna toucha son front et sentit la chaleur caractéristique d'une fièvre. La panique lui monta à la gorge. Elle fouilla dans son sac. Pas de paracétamol, pas de thermomètre, pas de lait maternisé. Elle avait utilisé la dernière dose la veille au soir. Il n'y avait pas de magasin à proximité, pas de voiture pour s'y rendre, et la réception du motel avait fermé depuis des heures. Le bébé pleurait plus fort. Les mains d'Anna tremblaient. Elle serra sa fille plus fort dans la couverture et la berça, lui murmurant des berceuses d'une voix brisée. Puis elle se souvint du mot. Son regard se posa sur le mur. Son souffle se coupa. Elle tendit lentement la main et frappa. 3 petits coups doux et délibérés sur le mur. Sa main s'attarda, la paume plaquée contre la peinture défraîchie. Puis elle se recula et serra son bébé contre elle, essayant de calmer les sanglots dans sa poitrine autant que ceux dans ses bras. 1 heure passa. Puis un bruit, un léger bruissement à la porte. Anna l'ouvrit. Par terre se trouvait un petit sachet de lait maternisé, scellé et non ouvert. À côté, 2 sachets unidoses de baby-févère. Les médicaments étaient soigneusement rangés. Il n'y avait ni note, ni voix, ni pas qui s'éloignait dans la nuit. Juste l'air froid et le son régulier de la respiration de son enfant qui s'adoucissait contre sa poitrine. Anna baissa les yeux sur les provisions, puis regarda la porte silencieuse de la chambre cibée. Des larmes lui montèrent aux yeux, mais pour la première fois depuis très longtemps, ce n'étaient pas des larmes de peur ou de honte. C'étaient les larmes de quelqu'un qui avait enfin été entendu. La neige était tombée légèrement la veille, recouvrant le sol d'une douce couche blanche qui craquait doucement sous les chaussures d'Anna lorsqu'elle pénétra dans la cour arrière du motel. Le soleil matinal était enfin revenu, faible mais doré, faisant fondre le givre le long des bordures de la pelouse clairsemée. Anna serrait sa fille contre elle, le bébé emmitouflé dans une couverture de laine, sa petite tête pointant au-dessus de lui, ses yeux écarquillés de curiosité. Elle marchait lentement, plus pour respirer l'air frais que pour aller quelque part. La cour était calme, encadrée d'arbres sans feuilles et de vieilles tables de pique-nique. Puis, sous un érable nu près d'eux. Au coin de la rue, Anna aperçut quelqu'un assis seul, un homme. Il portait un épais pull gris, un jean foncé et des bottes couvertes de neige. Ses cheveux blonds foncés étaient légèrement ébouriffés, et il était assis, une jambe croisée sur l'autre, un livre ouvert à la main. Malgré le froid, il paraissait paisible, fatigué peut-être, mais d'une manière qui semblait immobile. Anna hésita, puis hocha poliment la tête en passant devant lui. Il leva les yeux et lui adressa un léger sourire. « Belle matinée », dit-il d'une voix grave et calme. Elle lui rendit son sourire, prudente mais polie. « Oui, enfin. » Ma fille en avait assez des murs, dit-il en jetant un coup d'œil au bébé, qui cligna des yeux avec une curiosité endormie. Il pencha légèrement la tête et sourit de nouveau, plus chaleureusement cette fois. « Elle a les yeux brillants, dit-il doucement. On dirait qu'elle croit encore que le monde est beau. » Anna cligna des yeux, surprise par la douceur de son ton. Ni flirt, ni pitié, juste de la gentillesse. Un commentaire qui voyait son enfant comme une personne, pas comme un fardeau. Jamais en 5 ans elle n'avait entendu un homme parler avec une telle douceur. « Merci », murmura-t-elle, soudain incertaine de ce qu'elle pouvait dire. « Je suis Ellie », proposa-t-il en refermant doucement son livre sur ses genoux. « Anna », répondit-elle. Ils échangèrent encore quelques mots, à propos du froid, du silence, de la plomberie qui coulait lentement du motel, puis se séparèrent naturellement, comme des étrangers ayant simplement partagé un moment. Aucun des deux ne demanda où habitait l'autre, et aucun des deux ne réalisa qu'ils étaient séparés par un mince mur. Quelques jours plus tard, alors que la neige commençait à fondre et que l'air devenait frais, Anna porta de nouveau sa fille à travers la cour. Le bébé s'agitait et pleurait dans ses bras, bouleversé par le froid, la faim ou simplement la confusion générale. Anna jonglait avec le sac allongé et la couverture du mieux qu'elle pouvait, mais dans le chaos, une des minuscules moufles du bébé tomba par terre. Elle ne le remarqua pas, mais Ellie, si. Il venait de sortir du distributeur automatique avec une bouteille d'eau lorsqu'il la vit. Doucement, sans crier, il traversa l'espace qui les séparait. Anna berçait toujours le bébé en murmurant des mots apaisants. Ellie se pencha, ramassa la moufle tombée et s'approcha doucement. « Excusez-moi, dit-il doucement. » Anna se retourna, surprise. Il tendit la moufle d'une main, puis la glissa délicatement sur le petit poing du bébé de l'autre. « Il ne faut pas qu'elle attrape froid, »
dit-il avec un sourire discret. Anna resta immobile, le fixant du regard. C'était un geste si petit, simple, attentionné, naturel, mais il la frappa plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Sa gorge se serra, ses yeux la piquèrent. Merci, dit-elle à peine plus fort qu'elle n'aurait cru. Depuis la fenêtre du bureau du motel, la directrice, Madame Dorsey, avait observé l'échange à travers son rideau de dentelle. Plus tard, alors qu'Anna passait par la réception pour réchauffer un biberon, la vieille dame leva les yeux de ses mots croisés et dit doucement, « Peu d'hommes remarquent des choses aussi insignifiantes, ma chérie. Quand ils le font, tu t'en souviens. » Plus tard dans la soirée, après que sa fille se fut endormie, le ventre plein et une légère fièvre, Anna s'assit au bord du lit du motel, les bras légèrement enroulés autour de ses genoux. La petite chambre semblait plus grande que d'habitude. Caverneuse dans son silence, l'unique lampe tamisée bourdonnait doucement, projetant un halo pâle sur le couvre-lit, tandis que le radiateur dans le coin laissait échapper des gémissements fatigués en s'allumant puis en se taisant à nouveau. Les murs, fins et vieillissants, semblaient porter les échos des années passées, de conversations murmurées, de rêves brisés, et peut-être même de quelques petits miracles. Son regard se porta sur le mur à sa droite. Celui qui reliait sa chambre 6A à la chambre 6B, le même mur contre lequel elle avait frappé, celui-là même qui lui avait répondu. Elle le fixa longuement, son cœur ralentissant. Puis, silencieusement, elle prit le petit bloc-notes et le stylo qu'elle avait trouvé quelques jours auparavant, caché dans le tiroir de la table de chevet. Les pages étaient jaunies sur les bords, l'encre coulait à peine, mais cela suffirait. Anna fixa la feuille blanche pendant près d'une minute, son stylo flottant. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Elle n'écrivait pas pour obtenir des réponses. Elle ne cherchait pas de réconfort. Elle avait simplement besoin de dire quelque chose, n'importe quoi. Finalement, les doigts tremblants, elle écrivit « Merci pour le lait, pour le médicament, pour ne pas avoir posé de questions. » C'est tout ce qu'elle put dire. Elle plia soigneusement le mot, enfila son manteau et ouvrit sa porte aussi discrètement que possible. Le couloir était vide. Éclairée seulement par une lumière vacillante, elle traversa la courte distance jusqu'à la chambre 6B et glissa délicatement le papier plié sous la porte, le laissant là où elle avait trouvé le message original. Puis elle retourna dans sa chambre et s'assit dans le noir. En disait-il trop? Trop peu? Était-ce important? Elle s'endormit, serrant sa fille contre elle, avec le vague espoir que le coup auquel elle avait répondu ne serait pas le dernier. Le lendemain matin, en ouvrant sa porte pour prendre un jus de fruits au distributeur au bout du couloir, elle faillit marcher dessus. Un autre mot plié proprement, posé au centre de son paillasson. Elle le déplia lentement, le souffle coupé. J'ai connu un bébé qui souriait comme ça aussi. Il s'appelait Caleb. Anna le relut, puis le relut. L'écriture était familière maintenant, assurée, même lorsqu'elle exprimait une certaine vulnérabilité. Il y avait quelque chose de lourd dans la simplicité de la phrase, quelque chose de non dit sous le nom. Elle jeta un coup d'œil vers la chambre 6B. Les rideaux étaient tirés. Aucun bruit, aucun mouvement. Un long moment, elle envisagea de frapper. Mais ce soir-là, elle écrivit de nouveau. Mon mari ne me frappait pas. Il n'y était pas obligé. Je n'avais pas le droit de porter des robes d'été. Il n'aimait pas que je sourie trop. Il comptait les œufs dans le frigo. J'avais oublié qui j'étais. Elle fixa le journal une fois terminé, partagé entre le soulagement et la peur. Ses mains tremblaient légèrement. Elle faillit le déchirer, mais au lieu de cela, elle le plia soigneusement et, juste avant minuit, le glissa sous sa porte. La réponse arriva le lendemain après-midi. Elle le trouva, toujours près de sa porte. Mon frère avait élevé Caleb seul. Je travaillais tout le temps, je montais une entreprise, j'essayais de devenir quelqu'un. Il m'a demandé de lui rendre visite un week-end pour l'aider à visiter une nouvelle maison près d'un lac. Je lui ai dit que j'étais trop occupé. Ils ont eu un accident de voiture en chemin. Je ne les ai plus jamais revus. Anna lut ces mots assise sur les marches de sa chambre, sa fille endormie dans ses bras, son petit corps chaud et immobile. La douleur qui envahit la poitrine d'Anna n'était pas de la pitié. C'était la reconnaissance, la douleur des « et si », du silence, du trop tard. Chaque note qui suivait était plus facile et pourtant plus profonde, comme si on décollait les couches de peau qui s'étaient formées pour protéger des blessures jamais vraiment cicatrisées. Ellie écrivit, « Avant, je pensais que je devais disparaître pour me punir. Peut-être que je le pense encore. » Anna répondit, « Avant,
Je pensais que si je restais assez petite, je serais enfin en sécurité. Il ne signait jamais les mots. Jamais de questions personnelles. Non, que fais-tu ni d'où viens-tu? Il n'avait pas besoin de ces détails. L'essentiel avait déjà été dit. Chaque matin, Anna voyait Ellie sous l'érable nu de la cour, lisant un livre, une main dans la poche, l'autre feuilletant lentement les pages. Chaque après-midi, ils se saluaient de la tête, échangeant parfois quelques mots légers. Il la fit rire une fois avec une blague pince sans rire sur le café douteux du motel. Elle le vit lui rendre son sourire, faible et sincère. Ils sentirent tous deux quelque chose changer, mais aucun ne comprit la vérité. Ils ignoraient que les mots inscrits sur des morceaux de papier pliés sous leur porte provenaient des mêmes mains qui se passaient des bouteilles de jus de fruits et des paniers à linge dans le couloir. Mais même s'ils l'ignoraient, le mur entre eux commençait déjà à disparaître. Le vent hurlait dehors comme un animal blessé, faisant vibrer les vitres de la chambre 6A. La neige s'abattait latéralement contre les vitres, et le vieux radiateur s'était tu depuis des heures. Le motel tout entier avait été coupé d'électricité peu après le crépuscule. Plus de lumière, plus de chaleur, seulement le froid qui s'insinuait par les fentes de la porte et des fenêtres. Anna enveloppa sa fille dans 2 épaisseurs de couverture et la serra contre sa poitrine. La respiration du bébé était douce et régulière. Ses petits doigts s'enroulèrent dans le tissu du sweatshirt d'Anna. L'obscurité s'épaississait de tous côtés. Anna attrapa la bougie de secours qu'elle avait trouvée dans le tiroir de la table de nuit le jour de son arrivée. Elle était courte et trapue, cirée, inégale à cause d'années de négligence. Elle l'alluma et la plaça près du bas du mur qui la séparait de la chambre 6B. La flamme vacilla, projetant de longues ombres tremblantes sur le papier peint qui s'écaillait. Elle s'assit à côté, berçant doucement sa fille, les yeux fixés sur la bougie, sans savoir pourquoi elle la plaçait là, seulement que cela lui semblait juste, une sorte d'offrande, un signal, une prière. Et puis ce fut le cas. Sous le mur, à quelques centimètres de la douce lueur de sa bougie, une autre lumière apparut. Une seconde bougie. Sa flamme vacillait et dansait à côté de la sienne, séparée seulement par du plaque de plâtre et de la peinture. Anna fixait la pièce. Pas de mots, pas de coups, pas de notes, juste 2 petites flammes dans le silence d'une nuit glacée, penchées l'une vers l'autre par-dessus une barrière trop fine pour retenir la chaleur. Elle laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé avoir retenu. Murmura-t-elle dans le silence, plus pour elle-même que pour quiconque. Peut-être qu'il ne sait même pas qu'il nous sauve. Elle sentit sa fille remuer dans ses bras, puis se calmer. Le corps de la petite était chaud contre le sien, réconforté peut-être par la douce lueur, le calme du cœur de sa mère. Le temps s'écoulait lentement. Le vent hurlait encore dehors, mais à l'intérieur, les 2 lumières brûlaient sans interruption. Anna était assise, le dos contre le lit, la bougie entre elle et le mur, et imaginait l'homme de l'autre côté. Était-il assis comme elle, seul, à regarder la flamme? Se demandait-il si elle avait vu sa lumière, elle aussi? Elle pressa doucement ses doigts contre le mur, appela à l'endroit où les 2 bougies se touchaient presque. Aucun son ne parvint, mais quelque chose, une présence, une proximité plus forte que n'importe quelle voix, plus intime que n'importe quel contact. L'espace d'un instant, le motel ne fut pas seulement une chambre bon marché aux murs fins comme du papier et au plafond percé. L'espace d'un instant, ce fut un foyer. Non pas parce qu'il y faisait chaud, lumineux ou meublé, mais parce que quelqu'un d'autre était là, quelqu'un qui comprenait. 2 inconnus, séparés par le plâtre, le temps et la douleur, assis à quelques centimètres l'un de l'autre dans le noir, avec seulement la lumière des bougies et le silence entre eux. Et dans ce silence, un non-dit traversa. Ni sauvetage, ni romance, juste la vérité indéniable. Tu n'es pas seul. Le cri transperça le silence de la nuit comme une lame tranchante. Anna se redressa brusquement dans l'obscurité, le cœur battant la chamade. Sa fille se tordait dans ses bras, la peau brûlante et rouge, la respiration courte et rapide. La chambre de motel était d'un silence étouffant, à l'exception des halètements angoissés du bébé. Quelque chose n'allait pas, terriblement mal. Ma chérie, tout va bien. Tout va bien. Maman est là, murmura Anna en essayant de dissimuler la panique dans sa voix. Mais le visage de l'enfant était devenu pâle, ses lèvres bleutées. Elle brûlait, pourtant ses petits membres tremblaient de frissons. Anna attrapa le thermomètre, morte. Elle tendit la main vers son téléphone, batterie vide. Pas de voiture, aucun moyen d'appeler à l'aide. Sans réfléchir, Anna se précipita contre le mur, tomba à genoux et frappa. 3 coups.
Puis un autre, plus fort, désespéré, et encore un autre. S'il te plaît, pensa TL. S'il te plaît, écoute-moi. Quelques instants plus tard, la porte de la chambre Sibé s'ouvrit brusquement. Ellie apparut pieds nus, son sweatshirt à moitié fermé, les yeux écarquillés d'inquiétude. Il jeta un coup d'œil au bébé dans ses bras, puis croisa le regard terrifié d'Anna. Il ne posa aucune question. Monte, dit-il. Ils coururent dans la nuit glaciale, la neige crissant sous leurs pieds. Le SUV d'Ellie chauffait déjà. Il l'avait laissé tourner. Il était peut-être toujours prêt. Il ouvrit la portière passager et aida Anna à monter, puis sauta sur le siège conducteur, les pneus crissant tandis qu'il s'engageait sur la route déserte. Anna serrait sa fille contre elle, tremblante, murmurant au bébé, « Reste. Avec moi. Reste avec moi. » Ellie avait la mâchoire serrée, les yeux fixés sur la route, les jointures blanches autour du volant. Puis il prit son téléphone et composa un numéro de mémoire. « Tom, c'est Ellie. J'ai besoin d'aide maintenant. C'est un bébé. Pas d'assurance. Je l'amène. » Il marqua une pause, l'oreille tendue. « Oui. » 10 minutes plus tard. Il raccrocha. Anna le fixa, à peine capable de comprendre. « Qui est Tom ? » ?»« Mon médecin, le souffle coupé. »« Vous avez un médecin privé ?» Il ne la regarda pas. « C'est compliqué. » Quelques minutes plus tard, ils s'arrêtèrent en dérapant devant un bâtiment élégant et inconnu. Calme, impeccable, avec une pancarte bien éclairée indiquant « Pavillon médical privé ». Avant qu'Anna puisse dire quoi que ce soit, les portes d'entrée s'ouvrirent et 2 infirmières sortirent précipitamment avec un brancard. Pas de questions, pas de paperasse. Elles lui prirent le bébé avec douceur et rapidité. Anna la suivit, pieds nus et affolée, dans un couloir chaud et stérile où le personnel médical évoluait avec une précision silencieuse. Dans la salle de pédiatrie, les moniteurs bipèrent. Une douce lueur bleue éclaira le visage de sa fille. Oxygène. Ivy. Une voix calme et concentrée expliqua tout. Pic de fièvre. Possible VRS. Nous l'avons stabilisé. Anna s'affala sur une chaise, le soulagement l'envahissant comme un barrage qui cède. Son corps trembla. Dehors, dans le couloir, Ellie se tenait les mains dans les poches, la tête légèrement penchée. Elle sortit sans bruit et referma la porte derrière elle. Il ne se retourna pas, Ellie, dit-elle. Il leva les yeux. Qui es-tu ? demanda-t-elle. Ni accusatrice, ni effrayée, juste désireuse de comprendre. Son expression s'adoucit. Je suis juste quelqu'un qui a perdu un enfant qu'il aimait. Je ne laisserai pas cela se reproduire. Ils restèrent silencieux. Plus tard, après que le bébé eut sombré dans un sommeil paisible et sans fièvre, Anna trouva Ellie assis dans la salle d'attente, le regard perdu dans le vide. Elle s'assit à côté de lui. Au bout d'un moment, il commença à parler. Mon frère s'appelait Samedi. C'était un père célibataire. Un bon père, en plus. Il disait que son seul rêve était d'élever son fils près d'un lac, dans un endroit calme et sûr. Anna écoutait. Pourtant, j'ai promis de leur acheter la maison. Nous devions signer le contrat cette semaine-là, mais j'ai annulé, reporté. Quelque chose à propos d'une réunion avec des investisseurs. Il n'est jamais venu sur place. Un accident de voiture le tua sur le coup. Il déglutit difficilement. Son fils Caleb mourut 3 jours plus tard. La main d'Anna se posa lentement sur la sienne. Ellie ne bougea pas. J'avais tout l'argent, tout le succès, et ça ne signifiait rien de ne pas pouvoir les sauver. Sa voix se brisa. Alors, j'ai vendu mes actions et je suis parti. J'irai, cherchant quelqu'un que je pourrais aider. Quelqu'un qui aurait peut-être encore une chance. Anna serra sa main plus fort. Tu as sauvé quelqu'un, dit-elle doucement. Il la regarda enfin. Vraiment. Non pas comme la voisine, non pas comme la mère en crise, mais comme quelqu'un qui avait perdu, comme lui, et qui avait tant bien que mal réussi à s'en sortir. Aucun d'eux ne dit un mot. Ils restèrent assis en silence, côte à côte, les mains toujours jointes. Dans le silence de ce couloir d'hôpital, quelque chose changea. Une blessure qui saignait silencieusement depuis des années commença enfin à se refermer, non pas par de grands gestes, mais par un instant de silence, et une main qui choisit de ne pas lâcher. Une semaine s'était écoulée depuis cette nuit à l'hôpital.
Pourtant, Anna ressentait encore son poids, comme un rêve qu'il avait trop lourdement serré contre la poitrine. Sa fille s'était remise, souriant et roucoulant à nouveau comme si de rien n'était. Mais quelque chose avait changé chez Anna, chez Ellie, dans leur regard, dans le silence qu'ils partageaient. Par un après-midi frais, Ellie s'arrêta dans son SUV et demanda doucement « Veux-tu venir quelque part avec moi ?» Juste un petit tour. Anna hésita, puis hocha la tête. La route serpentait doucement à travers les pins et les champs aux couleurs printanières. Ils parlèrent peu pendant le trajet, le silence était confortable, sans gêne. Au bout d'une trentaine de minutes, Ellie s'engagea sur un chemin de gravier, les pneus crissant sous eux. Devant elle se dressait une petite cabane à 2 étages, nichée au bord d'un lac paisible. La maison était en vieux bois, la peinture délavée mais pas écaillée, la véranda longue et accueillante, baignée de soleil. Des carillons éoliens se balançaient paresseusement dans la brise. Le reflet des nuages ondulait à la surface de l'eau. Anna sortit lentement, sa fille dans les bras. La petite fille poussa un cri de joie et se libéra en trottinant pour traverser la cour, ses rires résonnant dans l'espace ouvert. Anna resta figée, les yeux rivés sur la beauté, le calme, la tranquillité. « C'est magnifique », murmura-t-elle. Ellie se tenait à quelques pas, les mains dans les poches de son manteau. C'était la maison de rêve de mon frère. Il n'a jamais pu y vivre. Elle est restée vide depuis. Anna se tourna vers lui, les sourcils froncés. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» Ellie hésita, puis parla doucement. « Parce que je pense qu'il aurait voulu que cette maison ait une signification pour quelqu'un. » Elle secoua la tête. « C'est trop. Je ne peux pas accepter ça. Je ne veux être le fardeau de personne. »« Tu ne le es pas ?» dit-il doucement mais fermement. Elle détourna le regard. « Je ne t'offre pas ça par pitié », ajouta Ellie. « J'ai promis à Sam de trouver quelqu'un qui avait besoin de ce qu'il voulait lui donner, un endroit sûr, pas seulement un abri. » Il fouilla dans son manteau et en sortit une photo patinée par le temps. On y voyait Sam debout devant cette même maison, tenant un petit garçon rieur sur ses épaules. L'image était encore floue à l'époque, l'herbe était sauvage et non tondue, mais le visage de Sam était plein d'espoir. Il voulait que cet endroit soit un foyer pour quelqu'un qui avait besoin de sécurité. Je lui ai promis de trouver cette personne. Anna elle fixait la photo, les doigts tremblants. L'enfant sur la photo avait les yeux d'Ellie. Il poursuivit, « Toi et ta fille, vous n'avez pas besoin d'être sauvés. Vous avez juste besoin de respirer à nouveau. » Les larmes montèrent aux yeux d'Anna, mais elle les cligna des yeux. Elle hocha lentement la tête. « Puis-je y réfléchir ?» Ellie sourit. « Bien sûr. Prends tout le temps qu'il te faut. » Les jours suivants, Anna retourna au motel, mais se retrouva à faire de nouveau des allers-retours vers le lac, une fois, puis 2, puis presque tous les jours. Ellie ne la pressait jamais, mais il était toujours là pour réparer un robinet qui fuyait, repeindre un cadre de porte, planter de nouvelles fleurs le long de l'allée. Un matin, il y avait des jonquilles fraîches dans un bocal en verre sur le comptoir de la cuisine. Un après-midi, il était dans le jardin à montrer à sa fille comment tapoter la terre autour d'un jeune plant de tomates. Il restait parfois pour des dîners discrets, remplis de regards échangés et de petits sourires. Ils ne s'embrassèrent jamais, ne parlèrent jamais d'amour. Mais celui-ci grandissait quand même, dans des regards par-dessus la table de la cuisine, dans des tasses de café assorties, dans des livres lus côte à côte sans avoir besoin de se parler. Un soir, alors que le soleil baissait et peignait le lac d'or, Anna se tenait pieds nus sur la véranda, sa fille endormie à l'intérieur, Ellie assis à côté, une tasse de thé à la main. Anna se tourna vers lui et dit, « Je n'ai pas l'impression d'avoir emménagé. » Il la regarda, les sourcils légèrement haussés. « J'ai l'impression d'avoir emménagé. Je suis enfin rentré à la maison. » Ellie soutint son regard, les coins de sa bouche se soulevant en un sourire discret. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu, » dit-il doucement, « que quelqu'un se sente à nouveau en sécurité. » Le soleil du début du printemps filtrait doucement à travers les arbres qui entouraient la petite maison au bord du lac. Une lumière dorée dansait sur le parquet, chaude et silencieuse, chargée d'un parfum de rosée et de terre. Des oiseaux chantaient doucement depuis les branches, leur chant se mêlant au bruit de la bouilloire qui commençait à bouillir dans la cuisine. Anna se tenait devant la cuisinière, ses cheveux blonds lâchement attachés, quelques mèches lui tombant sur le visage tandis qu'elle versait du café dans 2 tasses dépareillées. La lumière effleurait sa peau, adoucissant les contours autrefois marqués par l'épuisement. Elle ne ressemblait plus à une femme se cachant du monde.
Elle ressemblait à quelqu'un qui y avait survécu. Par terre, sa fille riait, empilant des blocs de bois pour former une tour branlante, puis les renversant de joie. Son rire emplissait l'air, pur et insouciant. La porte d'entrée s'ouvrit en grinçant. Ellie entra, ses bottes traçant faiblement des empreintes de terre et d'herbe. Il portait un bouquet de fleurs sauvages, jaunes, blanches et violettes, fraîchement cueillies au bord du lac. « Bonjour », dit-il avec un sourire, déposant délicatement les fleurs sur la table. Anna lui rendit son sourire, chaleureux et facile. Il n'y avait plus de gêne entre eux maintenant. Plus d'hésitation. Juste quelque chose de simple, de stable. « J'ai amené de la compagnie », ajouta Ellie en baissant les yeux. La petite fille leva les yeux et poussa un cri aigu de reconnaissance. Elle rampa rapidement vers lui, attrapa sa jambe et ricana. Ellie s'agenouilla, la prit dans ses bras et la déposa sur sa hanche comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Elle appuya sa tête contre sa poitrine, satisfaite et somnolente. Derrière elle, sur le rebord de la fenêtre, se trouvaient 2 petites bougies, fines, simples et à moitié fondues. Anna remarqua qu'Ellie les regardait. « Je ne les ai jamais soufflées », dit-elle doucement. « Elles brûlent en moi depuis cette nuit-là. » Ellie fixa les bougies un instant, la gorge serrée. Il sourit doucement. « Je suppose qu'il est temps qu'on les laisse allumer quelque chose de plus grand maintenant. » Plus tard dans l'après-midi, ils s'assirent ensemble sur une couverture étendue sur le champ herbeux derrière la maison. Le lac miroitait au loin, et une douce brise faisait bruisser les feuilles au-dessus de leur tête. La petite fille dormait sur les genoux d'Anna, sa petite main enroulée contre le pull de sa mère. Ellie s'allongea à côté d'eux, un livre ouvert dans une main, l'autre bras posé sur les épaules d'Anna. Ils parlèrent peu. Ils n'en avaient pas besoin. Il y avait de la paix dans le silence, un langage fait de souffles partagés et de cœurs sereins. Au bout d'un moment, Anna rompit le silence. « Nous ne sommes pas tombés amoureux, si ?» Ellie la regarda, le regard doux. « Non, nous avons grandi, comme un arbre, lentement mais sûrement. » Anna appuya sa tête contre son épaule, les yeux mi-clos. Ils restèrent assis ainsi un long moment jusqu'à ce que la lumière commence à faiblir et que les ombres s'allongent autour d'eux. Ellie jeta un coup d'œil vers la maison, dont les fenêtres brillaient doucement de l'intérieur. « Parfois, dit-il, presque lui-même, il suffit d'un coup sur le mur, et tout recommence. Si cette histoire vous a touché, vous a rappelé la force tranquille de la guérison, ou vous a simplement fait croire à nouveau au pouvoir des relations humaines, alors vous êtes au bon endroit.